Et si on parlait de sport ? Et si on parlait de sport ? Une émission produite et réalisée par Laurent Garnier et Pauline Gaston-Conduit, avec le concours du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette 89e émission de Et si on parlait de sport ? Avec Laurent Garnier, nous sommes ravis de partager avec vous notre passion pour le sport, mais surtout de donner la parole à ceux qui le font vivre. Merci à nos partenaires, le comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne, Profession Sport, Animation 31, Semperconnect et LG Consultant, qui nous accompagnent pour la réalisation de ces émissions. Pour cette 89e émission, nous avons le plaisir d'accueillir Nadine Garcia, présidente du Salon Sport Santé et Activité Physique Adaptée, APA, Vincent Parisi, champion du monde de Jiu-Jitsu Combat, coach et consultant sportif, Dominique Paillet, président du club de Saint-Orens Tennis de Table, Jérôme Clou, responsable communication du même club, Alban Clou, champion d'Occitanie catégorie jeune et licencié au club d'Auch, Mathieu Sapin, skipper de course au large, Jean-François Embernon, ancien joueur de l'USAP et de l'équipe de France, Henri Broncan, ancien entraîneur et manager de nombreux clubs de rugby français, et Bernard Pujol, vice-président du GDOS 31. Bonjour à toutes et tous, merci de nous rejoindre pour cette émission. En première mi-temps, nous allons parler d'un tout nouvel événement qui met le sport et la santé à l'honneur, le premier salon national sport santé et activité physique adaptée, APA, qui se dérouleront les 29 et 30 mars prochains à Toulouse, Mondonville, pour découvrir comment l'activité physique peut améliorer notre bien-être, quelle que soit notre condition physique. Organisé par l'association Le Mouvement pour tous, ce salon propose des conférences, des ateliers pratiques et des rencontres avec des experts et sportifs renommés. Le parrain de cette édition n'est autre que Vincent Parisi, champion du monde de Jiu-Jitsu et consultant sportif. Que vous soyez sportif, professionnel du domaine ou simplement curieux, cet événement est fait pour vous. Pour en savoir plus, nous accueillons aujourd'hui Nadine Garcia et Vincent Parisi. Et en deuxième mi-temps, nous mettrons l'honneur à une véritable pépite du tennis de table en Occitanie, le Saint-Orens Tennis de Table. Fondé en 2000, ce club dynamique et structuré compte aujourd'hui 219 licenciés, avec une forte présence de jeunes talents et un bel équilibre entre compétition et loisirs, avec des équipes engagées à tous les niveaux du département au régional et une école de tennis de table reconnue. Le SOT s'impose comme un acteur incontournable de la formation des champions de demain. Et justement, nous avons le plaisir d'accueillir Dominique Paillet, président du club de Saint-Orens Tennis de Table, Jérôme Clou, responsable de communication, et Alban Clou, tout juste sacré, quadruple champion d'Occitanie chez les jeunes. Ensemble, ils vont nous faire découvrir les coulisses de cette superbe aventure sportive. Restez avec nous, c'est parti pour un échange passionnant de tennis de table à Saint-Orens. Mais avant le coup d'envoi de cette 89e émission, place à l'avant-match. Et si on parlait de sport, avant-match. Oui, place aux principaux résultats sportifs de la semaine avec toi Laurent, et tu vas nous parler d'athlétisme avec les championnats de France. Et oui, ces championnats de France indoor qui avaient lieu à Miramas ce week-end avec le tenant du titre Willem Bellocian qui a remporté la finale de 60 mètres haies en 7 secondes 53. Lors du concours de saut à la perche, Thibaut Collet, favori, a lui aussi conservé son titre. Jimmy Soudril a créé la surprise sur 400 mètres en devenant champion de France avec un chrono de 48 secondes 3. Loué Ouera sur 800 mètres a battu le meilleur performeur français de l'hiver, Yanis Méziane, en 1 minute 47 secondes et 66 centièmes. Paul Anselmini, lui, a été titré sur 1500 mètres, 3 minutes 41 secondes et 62 centièmes. Au triple saut, Melvin Raffin a assommé le concours en sautant à 17 mètres 05, réalisant la 5e performance mondiale de la saison et empochant les minima pour les championnats d'Europe et de monde. Enfin, Théo Bastien s'est adjugé le titre sur l'épreuve de l'heptathlon en bouclant les 7 épreuves avec 6026 points. Chez les femmes, Amandine Brossier a conservé son titre sur 400 mètres en 52 secondes et 15 centièmes, réalisant les minima pour les championnats d'Europe d'Alperdorn. Et sur 1500 mètres, Agathe Guillemot a aussi assumé son statut de favorite pour s'imposer en 4 minutes 09 secondes et 43 centièmes. Il y avait aussi, Pauline, le marathon de Séville en Espagne avec Manon Trapp de 24 ans, une jeune athlète triple championne de France de cross qui a battu dimanche le record de France du marathon en 2h23 secondes et 38 centièmes. On va désormais passer à la natation avec l'eau libre et la Coupe du Monde à Somabay en Égypte. Le Français Logan Fontaine a terminé 2e de la première étape de Coupe du Monde de la saison samedi dernier devant son compatriote Marc-Antoine Olivier. Dans la course féminine remportée par l'Australienne Moesha Johnson, la première Française Caroline Jouisse a fini à la 9e place. Et on va tirer des flèches avec le tir à l'arc et c'était les championnats d'Europe en salle pour les femmes à Samsun en Turquie. L'équipe de France a obtenu 2 médailles dimanche avec l'argent de Victoria Sébastien et le bronze de Lisa Barbelin, notre médaillée olympique. Passons au tennis avec le tournoi WTA
WTA 1000 à Dubaï aux Émirats Arabes Unis où Mira Andreeva s'est imposée en finale face à la Danoise Clara Tauson. 7-6, 6-1 et est devenue à 17 ans la plus jeune joueuse à remporter un tournoi WTA 1000. Ce titre l'a fait entrer dans le top 10 pour la première fois de sa carrière. Toujours en tennis, il y avait également le tournoi ATP 500 de Rio au Brésil. Alexandre Muller n'a pas réussi à remporter le deuxième titre de sa carrière à Rio. Le Français est tombé sur un Sébastien Baez un ton au-dessus en finale 6-2, 6-3. L'Argentin conserve son titre au Brésil. Il y avait du tennis de table aussi avec nos frères Lebrun qui étaient qualifiés pour le top 16 européen à Montreux en Suisse. Et c'est Alexis Lebrun qui a remporté dimanche ce top 16 européen. Il s'est imposé en finale face au Slovène Darko Djordjic 3-1. Triple tenant du titre. Félix Lebrun, lui, médaillé de bronze olympique, a cédé samedi en quart de finale face à l'Allemand Patrick Franziska. Chez les femmes, la Française tenant du titre Yan Nan Young s'est inclinée en huitième de finale devant la Portugaise Yeni Chao 2-3. Après la défaite de Pritika Pavad plus tôt dans la journée, toutes les Françaises ont été éliminées. On va maintenant parler de ski alpinisme avec la Coupe du Monde de Bormio en Italie. Le sprint a été remporté samedi dernier par la Française Emilia Ropp, invaincue cette saison sur ce format. 4 victoires en 4 disputées. Côté garçon, Thibaut Anselmet a lui pris la 6e place et grâce au duo Emilia Ropp et Thibaut Anselmet, la France a pris la 2e place ce dimanche du relais mixte. Alors il y avait Pauline du biathlon avec les championnats du monde à Lesenreid en Suisse et ça a été exceptionnel ce week-end. À un an des Jeux, le bilan français à Lesenreid a été exceptionnel. C'est simple, il y avait 14 médailles possibles, ils en ont gagné 13, ce qui est exceptionnel. Individuel chez les femmes, le 15 km en grande forme sur les skis et auteur d'une seule faute, 19 sur 20 au tir. La Française Julia Simon est devenue championne du monde mardi dans l'individuel devant la Suédoise Ella Halvarsson et sa coéquipière Lou Jean Monod. Elle a décroché son premier titre en individuel sur ces mondiaux, son 4e après ceux obtenus en 2023 en poursuite et en 2024 en sprint et poursuite. En individuel, mais là chez les hommes, à 20 km, Éric Perrault, sacré champion du monde aussi de l'individuel. 3e de la poursuite dimanche, Éric Perrault a survolé l'individuel pour s'offrir son premier titre mondial, mercredi devant l'Italien Tommaso Iacomel et son coéquipier Quentin Fillon-Maillet. Les relais, on est fort dans les relais simple mixte, toujours dans le coup pour la médaille lors du relais simple mixte jeudi. Le duo français Julia Simon et Quentin Fillon-Maillet a décroché l'or devant la Norvège et l'Allemagne. Chez les femmes, relais féminin, déjà titré l'an dernier, les Bleus sont à nouveau championnes du monde avec Lou Jean Monod, Océane Michelon, Justine Brézé-Boucher et Julia Simon. Impressionnantes sur les skis et au tir, elles se sont baladées samedi. La France décroche son 6e titre et leur 11e médaille de ces championnats. Il y avait plus tard le relais masculin et les Français sont vice-champions du monde avec Emilien Claude, Fabien Claude, Éric Perrault et Quentin Fillon-Maillet qui ont pris la 2e place de relais samedi. Ils n'ont rien pu faire devant les Norvégiens. Il y avait aussi le Masse Star dimanche avec les femmes. La jeune Française Océane Michelon a décroché l'argent dimanche, sa première médaille individuelle mondiale à 22 ans. La Suédoise Elvira Öberg s'est imposée. En Masters Homme, par contre, la Norvège a réalisé le triplé dimanche avec Endre Stroheim qui a devancé Sturla Legred et Johannes Bö qui disputait lui sa dernière course de championnat du monde. Imprécis au tir, les Français n'ont pas réussi à s'inviter sur le podium. Toujours sur la neige, on va parler de ski de boss avec la Coupe du Monde de Bedaou en Chine. Déjà 2e vendredi de l'épreuve individuelle, Perrine Lafont a une nouvelle fois été devancée par l'américaine Jalen Koff en parallèle. Du ski de boss, on passe au ski alpin avec les championnats du monde à Crans-Montana en Suisse. En descente, l'équipe de Suisse a réussi un triplé à domicile samedi. La victoire est revenue à Franjo von Halem, le récent champion du monde de la spécialité devant Marco Odermatt, le triple détenteur de la Coupe du Monde, et Alexis Monet, premier français. Neil Agrel a pris la 12e place. Mathieu Baillet a terminé 28e. Il y avait aussi du Super G. Le Suisse Marco Odermatt, leader de la Coupe du Monde, s'est imposé dimanche. Il a ainsi décroché son 8e succès de l'hiver en Coupe du Monde. Du côté de l'équipe de France, Neil Agrel a pris une bonne 10e place. Les autres tricolores sont loin. On va maintenant parler de ski alpin femme avec les championnats du monde à Sestriere en Italie. Et parlons du géant avec l'italienne et championne du monde en titre de géant Federica Brignone qui a écrasé la concurrence devançant la néo-zélandaise Alice Robinson. La norvégienne Thea Louise Tjernesund s'offre son premier podium. Et un slalom, l'américaine de 29 ans s'est imposée dimanche sur le slalom, devenant la première skieuse de l'histoire, hommes et femmes confondus, à compter sans succès en Coupe du Monde. Il y avait du hockey sur glace pour les hommes avec le championnat de France, 2e division, 18e journée. Montpellier s'est incliné à Rouen 2-4, tout comme Toulouse-Blagnac 2-5 face à Lyon. Passons au basket homme avec les qualifications Euro 2025. Les Bleus, efficaces à 3 points, sont venus à bout de la Croatie vendredi dernier à Zandar, 83-80. Invaincus en 5 rencontres, ils sont désormais qualifiés pour l'Euro qui aura lieu du 27 août au 14 septembre prochain en Lettonie, Finlande, Pologne et à Chypre.
Et donc il y avait aussi il y avait aussi les femmes en basket qui jouaient avec l'Euroleague, très solide sur le parquet des Espagnols de Saragosse. Les joueuses de Bourges ont largement remporté mercredi leur play-in aller à 55-75. Elles foncent droit vers la finale 6 avant le match retour au Prado qui aura lieu mercredi prochain. Basketland a cédé à domicile contre le favori Prague, mercredi 68-72. Il faudra un énorme exploit au retour dans la capitale tchèque pour espérer rejoindre le final 6 d'Euroleague. Il y avait aussi côté français la Boulangère World League 17e journée. L'Attest Montpellier s'est largement imposé face à Charleville-Mézières dimanche 86-57 et prend la deuxième place du classement. On va passer au handball avec la Ligue européenne. Fortune diverse pour les 3 clubs français engagés en Ligue européenne mardi. En déplacement au Danemark à Gudme, Montpellier a été sèchement battu 33-27, tandis que Toulouse a décroché un beau match nul en Allemagne à Flensburg, 34 partout, et que Limoges à domicile a disposé d'Iren au bout du suspense, 32-31. Et en ce qui concerne la 17e journée de l'Ikimo Star League, Montpellier a renoué avec la victoire ce vendredi sur le parquet de la Lanterne Rouge Ivry, 26-33, et Toulouse a concédé le nul à domicile contre Nîmes, 25 partout. On passe au volley féminin avec la Ligue A féminine Saforel Power 6. 22e journée, Béziers l'emporte à l'extérieur 3-7-0 face à France Avenir. Et en volley masculin, parlons de la 20e journée de Marmara Spike League. Chaumont a frappé fort en remportant un magnifique sommet de Marmara Spike League contre Montpellier vendredi dernier 3-7-1. Toulouse s'est imposé au Plessis-Robinson 3-7-1 également, tout comme Nice qui a enchaîné à 7 3-7-1 et Poitiers qui a rattrapé Narbonne 3-7-1. Il y avait aussi du football féminin avec la Ligue des Nations. C'était la première journée. L'équipe de France féminine s'est imposée face à la Norvège 1-0 vendredi à Toulouse. Pour son entrée en Ligue des Nations, les Bleus prennent la tête du groupe 2 devant l'Islande et la Suisse. Passons au football avec la Ligue des Champions et le match retour malgré son résultat nul. Spectaculaire 3 partout ramené mardi de Lisbonne face à Benfica. Monaco battu à l'aller 0-1 quitte la compétition. Fort de 3 buts d'avance après le match aller 3-0, le Paris Saint-Germain a été sans pitié face à Brest mercredi dernier, victoire 7-0. Les Parisiens retrouveront Liverpool en 8e de finale de Ligue des Champions. Toujours en football, on peut parler de la 23e journée de Ligue 1 où l'OGC Nice s'est imposé contre Montpellier 2-0 dimanche dernier et reprend la 3e place de Ligue 1 à Lille. Toulouse se rassure grâce à son succès au Havre 4-1 et enfin pour la 24e journée de Ligue 2, Rodez a été accroché par Amiens 1 partout. Il y avait du rugby à 13 aussi avec la Super League battue pour la 2e journée de Super League. Les Dragons catalans s'inclinent 12-18 face aux Wolves de Warrington à l'Alivel Jones Stadium. Parlons de rugby avec du rugby à 7 et le Super 7 Series de Vancouver battu par l'Argentine en poule. L'équipe de France masculine a de nouveau chuté en quart de finale face à cette dernière 12-7 samedi dernier. Côté femmes, malgré leur nette victoire sur le Japon de 31-12, les Bleus ne sont pas sortis des poules. Et il y avait aussi, Pauline, du rugby à 15 avec un énorme match ce week-end dans le tournoi Destination. 2 semaines après la défaite en Angleterre, les Bleus ont écrasé dimanche l'Italie sur la pelouse avec un score 24-73. L'équipe de France a inscrit 11 essais. Avec ce succès, la France conserve la 2e place du tournoi Destination. Dans les autres matchs, l'Irlande a battu le Pays de Galles 27-18 et l'Angleterre s'est imposée, mais dans les toutes dernières minutes, face à l'Écosse, 16-15. Il y avait aussi le tournoi Destination des moins de 20 ans. 2 semaines après la défaite en Angleterre, eux aussi, l'équipe de France de moins de 20 ans est allée nettement dominer l'Italie à Trévise, 5-58 samedi. On passe au top 14, 19e journée. Castres Olympique a fini par venir à bout d'un Coriace Lyon 30-25 samedi à domicile. Le Stade Toulousain s'est défait des Bayonnais avec un bonus offensif sur un score de 41-6. Vannes à domicile bat Montpellier 37-24 et Pau s'impose face à Perpignan 23-6. En Pro D2, 19e journée, Colomiers a cartonné contre Mont-de-Marsan 53-20, 7 essais avec bonus offensif à la clé. Béziers a arraché la victoire à la 80e minute 28-26 contre le mal classé Valence Roman et Montauban est de son côté allé s'imposer chez la Lanterne Rouge à Nice sur le score de 7-15. Merci Laurent pour ces résultats. Nous enchaînons avec un point sur le Vendée Globe en compagnie de Mathieu Sapin, skipper de course au large qui nous livre ses analyses sur la course et les arrivées qui se succèdent au Sable d'Olonne. Et si on parlait de sport, la chronique. Et voilà, nous arrivons dans cette nouvelle chronique et l'on suit toujours ce Vendée Globe avec les marins qui sont encore en mer et avec Mathieu Sapin qui nous aide dans le décryptage de cette course. On va faire le point cette semaine où ils en sont, les derniers arrivés qui enchaînent en fait, je le rappelle, près de plus de 100 jours déjà qui est passé sur l'eau pour ces derniers marins. Bonjour Mathieu. Bonjour à tous. Alors Mathieu, quelles sont les dernières arrivées de la semaine et ceux qui sont encore en mer ? Alors la semaine dernière est arrivé le 3e des Suisses qui partent
participait à ce Vendée Globe, Oliver Air, qui a fait une très belle course parce qu'il faut signaler que c'était le 40e et dernier qualifié à pouvoir prendre le départ du Vendée Globe. À noter qu'il y a 3 ans, ils étaient 44 projets pour uniquement 40 places, donc ils avaient des coureurs avaient besoin de se qualifier. Et Oliver Air a donc eu son ticket pour le Vendée Globe de tête en juillet de cette année, fin de l'année dernière. Donc c'était une préparation quand même relativement courte pour lui. Et mine de rien, il fait une très très belle course avec un vieux bateau, donc bravo. Et puis maintenant, on attend les 3 derniers coureurs du Vendée Globe qui sont, alors d'après les estimations attendues, sur du fin février, début mars, 27, 28 et puis certainement 1er mars. Donc c'est des marins qui sont en mer, qui ont dépassé le quota des 100 jours quand même. Ouais, ils ont dépassé le quota des 100 jours. Alors maintenant, ça nous paraît beaucoup. Faut juste se dire qu'en 1990, pour le 89-90, mais donc c'était fin de l'hiver 90 pour l'arrivée de Titouan Lamazou, il avait bouclé le tour du monde en 112 jours. Donc tu vois, mine de rien, ils sont encore dans des temps plus que corrects. C'est rien de le dire, mais par rapport aux bateaux, aux vrais compétiteurs et à ceux comme Charlie Dalin qui ont mis 64 jours, c'est vrai qu'on a l'impression qu'ils sont vraiment extrêmement lents. Alors ils sont lents, mais il y a des conditions particulières quand même, tu m'expliquais tout à l'heure. Oui, alors on va dire que dans le cadre de la course, ils n'ont pas de chance parce qu'ils ont plutôt ils ont une météo qui est avec un vent très faible. Alors c'est plutôt des belles journées, mais ils ont du vent très faible, donc ils avancent pas aussi vite que prévu, ce qui fait qu'ils il tarde à arriver. Alors en tardant à arriver, il y a aussi Fabrice Amédéo qui commençait à dire la semaine dernière qu'il avait démarré à se rationner au niveau de la nourriture parce qu'il pensait pas mettre autant de temps. Donc il se dit si je mets encore une semaine pour arriver, il faut que je mange un petit peu moins tous les jours pour avoir quand même 2-3 jours de réserve parce qu'autrement il va finir en ayant une grosse faim. Il va se mettre à pêcher en fait. Ah ouais. Non, c'est pareil. Pour pêcher, il faut pas aller trop vite. Donc quand les bateaux vont vraiment pas vite, ils peuvent pêcher. Mais dès que les bateaux avancent à 10 nœuds, c'est-à-dire 18 km/h, c'est déjà trop rapide pour pouvoir pêcher. Alors, j'ai envie de te demander un espèce de pré-bilan déjà de ce Vendée Globe. Comment tu le vois, toi, l'analyse que tu peux faire déjà de ces premières, alors que tout n'est pas terminé, mais de cette édition. Écoute, d'abord une très belle édition, une très belle course en termes de course, une belle réussite sportive pour la majeure partie des marins, parce que 40 marins au départ, et pour l'instant, il devrait être 33 à l'arrivée. On espère que les 3 derniers vont arriver. Et ça, c'est quand même un ratio de réussite qui est énorme, qui est dû au fait que vu que pour cette édition, il y avait un quota de 40 places, ça a été la course au 1000 pour pouvoir se qualifier. Donc les marins ont beaucoup navigué, connaissaient très bien leur bateau, et il n'y a pas de secret, quand on connaît très bien sa monture, on sait l'aménager, on sait tirer dessus quand il y a besoin, et à l'arrivée, ça fait des bateaux qui n'ont presque pas dématé. Il y a eu seulement 2 dématages, et ce qui est déjà trop, mais qui est malgré tout très faible. Donc à ce niveau-là, c'est une très belle réussite. En termes d'un point de vue sportif, un chrono du premier et des 5 ou 6 premiers qui ont été astronomiques. On pensait qu'ils mettraient 70 jours, un petit peu moins, mais certainement pas 64 jours comme a mis Charlie Dalin. Donc là-dessus, ça c'est assez fantastique. Et puis, comme tous les 4 ans, des belles découvertes. Alors là, cette année, c'était le phénomène Violette d'Orange. Il y a 4 ans, c'était plutôt Clarisse Kremer. Et Clarisse, cette année, elle, pour le coup, a confirmé le fait qu'elle naviguait très très bien. Et puis des belles découvertes dans les marins moins connus et qui ont été découverts sur cette édition. Alors justement, puisque on se projette déjà à travers ce que tu viens de dire, on parle un petit peu dans les couloirs de la possibilité de créer deux compétitions en une, en fait, avec 2 styles de bateaux. Qu'est-ce qu'il en est exactement ? En tout cas, c'est pas le Vendée Globe qui choisira, puisque le Vendée Globe, c'est juste l'organisation d'une course. Donc ce sont pas eux qui font les règlements. C'est la classe IMOCA qui gère tous ces bateaux de IMOCA, donc qui sont les internationales monocoques et roules. Et donc pour l'instant, la classe IMOCA ne veut pas faire de classement séparé entre les foilers et les bateaux à dérive. Je pense que ça changera pas pour le prochain Vendée, mais c'est pas possible que par la suite ça
le sujet soit remis sur la table avec toutes ces notions de conscience écologique. Parce que quand on fait de la course, on cherche la performance et malgré tout la surconsommation, refabriquer des bateaux neufs, refaire des voiles, refaire des foils, etc. C'est à l'opposé de ces notions d'éco-citoyenneté, d'éco-navigation. Et puis les bateaux plus anciens à dérive. Donc moi, ça me surprendrait pas que dans 8 ou 10 ans, il y ait effectivement un distinguo entre ces deux classes de bateaux. Ouais. Bon, mais écoute, on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Merci à nouveau pour ton intervention dans l'émission Si on parlait de sport et dans cette chronique particulière consacrée au Vendée Globe. On se retrouve la semaine prochaine pour que tu nous parles effectivement on espère que ces 3 derniers marins arriveront à bon port. On te remercie encore très fort de nous avoir accordé un peu de temps et on se retrouve donc dans une semaine, Mathieu. Exactement, c'était un plaisir. Merci, à la semaine prochaine. Merci à toi. Et maintenant, place à la première mi-temps de cette émission. Et si on parlait de sport avec nos invités Nadine Garcia et Vincent Parisi. Et si on parlait de sport, première mi-temps. Retour dans l'émission et si on parlait de sport, nous sommes ravis d'accueillir Nadine Garcia, présidente du Salon Sport Santé et Activité Physique Adaptée, et Vincent Parisi, parrain de l'événement et champion du monde de Jiu-Jitsu Combat. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors Nadine, on va commencer avec vous. Déjà, merci de répondre à notre invitation. Avant de commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter, nous dire quelques mots sur votre parcours personnel et professionnel ou même sportif ? Alors, parcours sportif depuis toute petite. J'ai toujours fait du sport et puis surtout coach sportif depuis une 40aine d'années puisque j'ai commencé très très tôt sur la région toulousaine. Ensuite, je suis aussi directrice de mon école de formation professionnelle qui propose des activités physiques que j'ai créées, des concepts d'activités physiques, et pour les professionnels du sport, de la danse, de la santé et du bien-être, en France. Donc voilà, j'ai plusieurs casquettes. Et Vincent, pareil, quelques mots pour vous présenter à nos auditeurs ? Bien sûr. Écoutez, moi je suis un ancien sportif de haut niveau, spécialité jiu-jitsu combat, éducateur sportif et puis coach depuis que j'ai eu mon diplôme, c'est-à-dire depuis presque 20 ans maintenant. Donc et consultant sportif aujourd'hui sur des chaînes de sport. Merci beaucoup. Nadine, vous êtes présidente du tout premier salon Sport Santé et Activité Physique Adaptée qui se tiendra les 29 et 30 mars prochains à Toulouse-Mondonville. Est-ce que vous pouvez nous présenter cet événement ? Oui, alors ce salon qui était important à mes yeux et c'est pour mettre en avant et informer et sensibiliser sur l'activité physique et le sport qui soit accessible à tout le monde, mais surtout aussi les deux thématiques sport santé et activité physique adaptée, parce qu'il n'y avait pas encore de salon avec ces deux thématiques-là. Voilà. Donc pour nous, je me suis fait accompagner de 4 personnes qui sont aussi professionnels du sport ou de la santé, et on a créé une association, le Mouvement pour tous, pour organiser cet événement national sur la région toulousaine. Et comment est née l'idée justement de créer ce salon et quel a été son parcours jusqu'à sa réalisation ? Alors en fait, j'ai moi-même une société NG Sport Santé où j'ai participé à beaucoup de salons du milieu du sport et comme j'ai axé quand même ce que je propose sur le sport santé, j'avais du mal à m'y retrouver un petit peu dans ces salons-là. Et un jour, je m'étais dit, ça serait bien quand même qu'il y ait un salon spécifique, mais pas que sport santé, mais aussi activité physique adaptée, parce que pour moi, il est important que le sport soit accessible à tout le monde. C'est que l'on soit jeune, que l'on soit senior, que l'on soit sportif, sédentaire, qu'on ait une pathologie, il faut que ça soit possible parce que c'est très très bon pour la santé et c'est important surtout. Voilà, donc du coup, j'ai réfléchi à tout ça et puis un jour, je me suis dit, dès que je trouve les bonnes personnes pour m'accompagner dans ce projet, en avant, on crée une association et on y va. Et alors justement, quelles sont les ambitions de ce premier salon ? Alors les ambitions, c'est de fédérer tous les acteurs du sport santé et de l'activité physique adaptée, informer que c'est accessible à tout le monde, qu'il est important aussi de pratiquer une activité physique pour être en bonne santé. Ça, c'est très, très important. Et puis aussi, donner tous les outils, les innovations, montrer des innovations dans ce secteur-là. Quel type d'activités pourront découvrir les visiteurs sur place ? Je le rappelle, les 29 et 30 mars prochains. Oui, alors il va y avoir des conférences avec des experts et des personnalités reconnues du monde du sport et de la santé. Il va y avoir des exposants qui sont venus de toute la France. Il va y avoir des ateliers, 2 salles d'ateliers pratiques où les gens pourront pratiquer. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce salon était normalement prévu en 2024 et il a été labellisé Grande Cause Nationale 2024, 30 minutes bougées par jour. Et donc du coup, on a mis en place des ateliers pratiques de 30 minutes. Donc il y a toute une programmation sur tout le week-end et il y a aussi les gens
gens pourront, il y a un lieu où ils pourront aussi se faire tester physiquement au niveau de plein de choses, au niveau de leur force, de leur endurance, de leur souplesse, de leur équilibre, pour voir où ils en sont. Et puis des animations, il y aura des séances dédicaces, enfin voilà, il y a plein de choses. Vraiment, c'est vraiment un beau petit salon. Alors justement, pour vous faire accompagner dans ce travail, dans cet événement, il y a plusieurs personnalités qui vont venir. On a avec nous Vincent Parisi. Vincent, une petite question. Vous avez le label de parrain de ce salon. À quoi ça correspond pour vous, le fait de vous être engagé auprès de Nadine pour parrainer ce salon? Écoutez, déjà, je suis très fier d'être parrain parce que c'est toujours un engagement. Et puis, moi, j'ai eu la chance de rencontrer Nadine dans le cadre de ma chronique où j'ai découvert le postural ball. C'est une discipline qu'elle a inventée il y a quelques années et qui est très intéressante, qui serait qu'un Swiss ball. Et j'avais beaucoup apprécié son approche et sa manière de travailler. Et du coup, c'est vrai qu'en tant que coach, on passe notre temps à dire que le sport c'est bon pour la santé. Aujourd'hui, on le sait, c'est les résultats scientifiques le prouvent, c'est factuel. L'activité physique et sportive régulière est très très bon pour la santé. Donc je me suis dit c'est un engagement qui est totalement logique puisque c'est mon métier. Et quand Nadine m'a proposé d'être parrain, j'ai dit oui. J'ai dit oui parce que on a besoin constamment d'informer les gens sur les nouvelles technologies, les nouvelles méthodes, les nouvelles activités. Et voilà, j'ai dit oui tout de suite. Justement, Vincent, moi j'ai envie de poser une question un petit peu à l'ancien champion. Le mot sport santé, c'est quelque chose d'assez récent quand on regarde un petit peu. Et on se posait la question, c'est pourquoi d'un seul coup c'est venu sur le devant de la scène, on va dire, pendant des années on n'en parlait pas. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, santé sport, ça soit associé? Qu'est-ce qui a fait, selon vous deux, Nadine aussi, tu peux répondre là-dessus, mais pourquoi d'un seul coup, on va dire, au cours c'est assez récent le terme sport santé. Comment on l'explique ça, Vincent? Alors, déjà, moi aujourd'hui j'ai 47 ans. Mon père était un ancien champion, ma mère était aussi précurseur parce qu'elle a fait partie de l'équipe de France expérimentale de judo. Parce qu'à l'époque ils appelaient ça comme ça tellement ils sont machos dans ce milieu. Mais dans les années 80. Je connais. Mais oui. Mais en vrai, moi depuis que je suis enfant, mon père et ma mère m'ont toujours dit Vincent, le sport, c'est la santé. Donc, en fait, je pense qu'aujourd'hui, on se rend compte que déjà, économiquement, évidemment, il y a un marché, mais je pense que surtout qu'on se rend compte que il y a beaucoup plus de gens qui sont malades, qui chopent des maladies, qui sont de plus en plus sédentaires, que le rythme de la société telle qu'elle est faite aujourd'hui ne permet pas forcément de trouver du temps pour faire de l'activité physique. Et donc, je pense que ce soit le gouvernement ou que ce soit les institutions sportives ou que ce soit les coachs, je pense qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il faut vraiment faire quelque chose. Et comme je l'ai dit, aujourd'hui, toutes les recherches scientifiques prouvent que le sport, c'est l'activité physique est bonne pour la santé. Donc, je pense qu'aujourd'hui, vraiment, on a associé deux mots qui sont essentiels, le sport et la santé, parce que ça va de pair à mon sens. Nadine, un petit mot là-dessus? Oui, et surtout, il faut que ça devienne une hygiène de vie. Faire comprendre ça, que ce n'est pas juste un loisir, que ça doit vraiment devenir une hygiène de vie pour qu'il y ait de la régularité, pour qu'il y ait des résultats. Et n'importe quel sport ou activité physique est toujours bon. Après, trouver celui qui correspond le mieux pour être motivé, pour le faire régulièrement, mais c'est important. Je vais vous repousser tous les deux dans vos retranchements un peu plus loin. Le sport, en fait, on dit que la France n'est pas très sportive. Pourtant, on a eu des Jeux Olympiques extraordinaires. Et est-ce qu'il n'y a pas un travail particulier à faire sur l'éducation, finalement, on va dire, de nos enfants? Est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas repenser, je vais un peu plus loin dans le débat, mais ça me paraît important de mettre le doigt là-dessus quand même, l'école. Tu veux répondre, Vincent? Oui, Nadine, tu veux répondre ou je réponds? Non, vas-y. Alors, c'est vrai que en réalité, il y a une part de vérité, c'est-à-dire qu'il y a deux choses. La première, c'est en tant que parent, on doit forcément aider les enfants à avoir une discipline de vie qui fait que au lieu de rester à la maison enfermé, il vaut mieux aller dehors faire du sport. Pas forcément aller dans un club sportif, mais déjà commencer par aller dans un parc, ceux qui ont la chance d'aller au bord de la mer ou dans une piscine nager, voilà. Déjà ça c'est la première étape. La deuxième étape, c'est forcément que il va falloir à un moment donné que les institutions bougent, que l'éducation nationale se rende compte que le sport ça doit être une activité qui doit être pratiquée tous les jours par les enfants, parce que quand on dit mon enfant il fait du sport 2 fois par semaine, non, c'est pas suffisant. Un enfant ça peut faire du sport tous les jours et c'est essentiel à son développement. Moi mon enfant il fait du sport tous les jours il fait une activité physique. Alors attention, il fait pas du haut niveau, il fait du loisir, mais tous les jours il s'amuse et tous les jours il fait au moins 1 heure de sport tous les jours. Le week-end c'est différent, mais le week-end on va faire du vélo, on va faire
on va jouer tous les deux. Donc il va faire du trampoline, il va faire n'importe quoi, mais il va faire son activité physique. Et c'est essentiel que ça devienne une discipline qu'on fait de chez soi naturellement, mais aussi il faut que l'éducation nationale, il faut que le gouvernement fasse aussi son travail. Et déjà, ils ont déjà commencé il y a depuis quelques années en mettant un plan en place un peu partout dans les parcs, des structures sportives pour permettre aux gens de faire un peu de sport. Donc il y a un plan d'aménagement du territoire qui a commencé à être mis en place, mais c'est pas suffisant. Et quand on dit on n'est pas un pays de sport, oui, parce qu'on n'est pas un pays universitaire sportif. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, en Angleterre, ils ont des compétitions universitaires qui font que les jeunes dès l'enfance ont ça dans le sang, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont envie de représenter leur école, leur ville, et ils ont envie justement de pratiquer la discipline pour être compétitif, pour le plaisir et puis pour eux, quoi. Je vois que le débat est lancé déjà. Je crois qu'on est parti déjà. Nadine, on est dans ton salon déjà, c'est parti. C'est ça. Alors justement, qui peut participer à cet événement ? Alors, tout le monde, que l'on soit des professionnels, puisque de toute façon, c'est important aussi de regrouper tout le monde et puis de montrer qu'on est là pour informer les gens. Et puis ensuite, tout le grand public, que l'on soit un enfant, que l'on soit... on peut venir en famille, on peut venir quand on a une pathologie ou quoi que ce soit. Enfin, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Alors, ça va se passer où exactement et pourquoi ce lieu ? Alors, ça va se passer à Mondonville, au complexe sportif Impasse Cavaillé, complexe Bouconne, exactement, à Mondonville. C'est pas dans la forêt, hein, c'est juste un peu à côté. C'est à côté, c'est pas très loin. C'est vraiment à côté. Et donc, pourquoi j'ai choisi ce lieu ? Parce qu'en fait, moi, je connais très bien ce lieu. En fait, je cherchais un lieu qui puisse ne pas être, pour le premier salon, pour qu'il ne puisse pas être un hangar. Enfin, pas cette vision-là, en tout cas, et qu'on puisse bien définir les espaces. Et puis, moi, connaissant déjà Mondonville, puisque je donne aussi personnellement, je continue à donner quelques cours, parce que c'est important même pour moi aussi, de continuer dans ce biais-là. Sur Mondonville, j'ai vu la mer, et puis on a conclu un partenariat, et du coup, ils nous ont prêté ce lieu, vraiment, je les remercie beaucoup d'ailleurs, qui correspond totalement à ce qu'on voulait. Alors, on va découvrir bien sûr ce lieu donc au mois de mars, fin mars. Quels sont les principaux enjeux de l'activité physique adaptée, puisque ce salon, c'est aussi avec l'activité physique adaptée? Oui, alors il y a vraiment de tout, puisqu'il va y avoir aussi des professionnels de la santé qui viennent, que ce soit pour des conférences, mais aussi pour proposer des ateliers pratiques. Donc il y aura des stands, hein, bien sûr, il faut expliquer un peu comment ça va se passer. Il y aura des stands, il y aura des stands, il y aura dans les stands, il va y avoir des institutions, comme le comité olympique sportif 31, comme le comité sport en milieu rural 21 aussi, il va y avoir des fédérations, des ligues d'athlétisme, fédérations sport en entreprise, ça c'est toutes les institutions, mutuelles aussi, Groupe Vive, Harmonie Mutuelle, il va y avoir des exposants avec des concepts, des formations, des entreprises qui proposent des formations dans le sport ou autre, et aussi des équipementiers, il y aura vraiment de tout. Et puis ces animations aussi, ces ateliers qui sont importantes, donc il ne faut pas oublier d'amener sa tenue vestimentaire si vous voulez vraiment vous initier ou pratiquer ou découvrir des activités. Il va y avoir des lancements aussi de nouveautés, donc ça c'est bien. Et puis des personnalités, donc Vincent Parisi, mais on a aussi Bernadette de Gasquet qui sera là aussi, qui va proposer, qui a un stand exposant, mais qui va proposer un atelier pratique. Il y aura quelques conférences aussi. Beaucoup de conférences. J'ai vu noter, on a reçu ici à l'antenne Lynn Malric qui a fait un gros sujet sur le sport santé avec le Conseil Général. J'ai vu qu'elle serait présente aussi. Je pense qu'elle va parler de son projet, de ce qu'elle développe d'ailleurs sur l'ensemble du département. Tout à fait. D'ailleurs, elle va co-animer une conférence avec le professeur François Carré, tous les deux. Donc justement, et puis après plein d'autres. Par exemple, on a Jean-Michel Raymond qui était à l'INSEP à Paris, qui maintenant est retraité. Enfin voilà, il y a plein de belles personnes qui seront là. Alors justement, donc vous êtes sur le plan, c'est un salon national. On l'annonce, hein. Bien sûr, ça va rebondir sur l'Occitanie, même sur le département Haute-Garonne. Donc faire venir des invités d'un petit peu partout, c'est volontaire pour s'ouvrir avec une ouverture d'avenir sur ce salon. On vous le souhaite en tout cas pour le national. Oui, ce serait bien. Alors c'est vrai qu'il y a déjà eu un salon sport santé qui a déjà été fait au niveau national, mais pas les deux thématiques. Et moi, c'était important de mettre les deux thématiques. Je cherchais
cherchait pas à vouloir répéter le même salon qu'il y avait déjà. Donc le sport santé et l'activité physique adaptée. Et le but, oui, c'est de le rendre national. C'est-à-dire que là, quand on voit qu'il y a des exposants qui viennent de toute la France et qu'on a même déjà des gens qui ont pris des billets d'entrée qui viennent de toute la France et voire de certains pays limitrophes, puisqu'on a d'autres pays, je sais qu'il y a déjà des personnes qui viennent, on se dit, on est vraiment dans ce qui est demandé. Donc c'est important. Vincent, un petit mot par rapport à ça, justement, à ce développement sur le sport adapté, puisque coach sportif, mais en même temps, ça va plus loin, puisqu'il y a aussi tout ce sport adapté, toute cette activité adaptée qu'il faut suivre. Oui, c'est très important. Alors déjà, de base, un professionnel, un bon coach, c'est quelqu'un qui en fonction de la personne qui est présente, arrive à adapter les exercices à ses capacités. Donc ça, c'est déjà rappeler aussi au coach que c'est pas parce que on n'a pas forcément les structures qu'on peut ne pas arriver à faire une séance. Donc ça, déjà, c'est important. Et puis le rendre adapté à tous, c'est essentiel parce que encore aujourd'hui, on voit qu'en France, on est un peu à la ramasse de ce côté-là, et il faut vraiment faire prendre conscience aux gens que tout le monde a le droit de faire du sport dans de bonnes conditions et avec tout le monde, que les gens soient pas isolés non plus, parce que c'est bien aussi de mélanger tout le monde ensemble. Je suis totalement d'accord avec ça. Pour moi, d'ailleurs c'est ma vision et ma mission sur les activités que je propose moi-même en formation. C'est que ça soit accessible à tout le monde dans la même séance. Alors, j'ai la question importante pour terminer un peu cette interview, c'est quel message, en fait, tous les deux, vous voulez faire passer aux gens, tout ce public qui va s'interroger, sport santé, on ne sait pas trop, qu'est-ce qu'on peut vraiment les attirer, leur dire venez ces 2 jours, parce que ça se passe sur 2 jours, on va rappeler un peu les horaires d'ouverture et de fermeture. Qu'est-ce qu'ils sont en droit d'attendre et quel message on peut leur envoyer? Déjà, il faut qu'ils soient curieux, qu'ils osent, et ensuite qu'ils comprennent que le sport, c'est pas forcément faire 2 heures de intensif de haut niveau, mais le sport, c'est aussi trouver des activités ludiques où on s'amuse, où on fait du sport et pour être en bonne santé, mais en s'amusant et sans forcément en ayant à l'esprit la souffrance. Parce que en réalité, quand on est dans l'effort, c'est là où on sent qu'on est vivant. Et quand on transpire et quand c'est dur et qu'on est un peu devant la difficulté, c'est là aussi où on est fier de soi. Donc il faut passer un peu l'image du faire du sport, c'est dur, ça fait mal. Non, on peut faire du sport d'une manière ludique, d'une manière aussi d'être dans la prévention de plein de pathologies, de douleurs, de mal de dos. Voilà, donc venir s'informer, venir observer et comprendre que le sport, c'est aussi faire peut-être juste 30 minutes de sport par jour, et ça peut être juste des assouplissements, travail de mobilité, un petit peu d'abdominaux, un petit peu de renforcement musculaire, mais comprendre que c'est accessible à tous et qu'il faut pas s'imaginer qu'on va devenir des champions ou des sportifs de haut niveau, mais qu'on va juste prendre de bonnes habitudes en découvrant de nouvelles activités. Voilà, faut venir avec curiosité. Oui, surtout qu'en plus, je te rejoins totalement, Vincent, parce que surtout qu'actuellement, c'est vrai que beaucoup de gens sont inactifs, parce que sédentaire, c'est une chose, mais inactif, c'est encore autre chose. C'est-à-dire que on passe du canapé à table, dans sa voiture, en bureau, et on bouge pas, on mobilise pas son corps. Et puis du coup, on se rend compte aussi que beaucoup de gens ont des problèmes aussi au niveau psychique, stress ou autre, angoisse ou autre, parce que justement ils n'arrivent pas à dégager ça. Et le sport contribue aussi à ça, à sa santé physique mais aussi mentale. Et donc ça, c'est hyper important de pratiquer et de trouver ce qui nous correspond. Voilà. Et puis dire aux gens, l'entrée est gratuite. Donc là, il n'y a pas de... Déjà, c'est... Voilà. Donc, c'est un avantage. C'est un très gros avantage. Donc là, il n'y a pas d'excuse par rapport à ça. Donc il suffit juste de récupérer son billet, son pass sur le site sportsantéapa.com. On le présente à l'accueil et puis vous pouvez participer à tout. Et en plus de ça, on a même mis de la restauration sur place. Vous pouvez y passer la journée. Voilà. On le rappelle, ce salon qui aura lieu les 29 et 30 mars prochains à Mondonville. C'est ça. Un grand merci à tous les deux pour votre témoignage dans cette émission. Et si on parlait de sport, bonne continuation pour tous vos projets, notamment pour ce salon. Et vous êtes les bienvenus dans l'émission quand vous voulez. Bien, merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci Vincent. C'est la mi-temps, retour au vestiaire et on se retrouve dans quelques instants avec nos invités Dominique Paillet, Jérôme Clou et Alban Clou. Et si on parlait de sport, mi-temps. Passionné de sport, vous souhaitez participer à son développement sur le territoire de la Haute-Garonne? Alors ne cherchez plus. Le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne est là pour vous. Notre passion commune, l'excellence sportive et l'olympisme. Le CDOS 31 accompagne les comités départementaux et les clubs dans leur développement. Par des formations adaptées aux bénévoles et salariés pour développer leurs compétences,
vers l'organisation de multiples manifestations sportives dans lesquelles vous pouvez être intégré, à travers la mise à disposition de volontaires en service civique. Alors contactez le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne dès maintenant par mail contact@cdos31.org ou au 05 62 24 19 02. Ensemble, faisons briller la Haute-Garonne à travers le sport. Et si on parlait de sport? Deuxième mi-temps. Et voilà, on est retour dans l'émission Et si on parlait de sport, et nous avons le plaisir d'accueillir Dominique Payet, qui est président du club de Saint-Orens de tennis de table. Avec lui, Jérôme Clou, qui lui est responsable communication et développement du club. Et Alban Clou, qui lui est notre champion d'Occitanie catégorie jeune, et il est licencié, lui, au club de Auch. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Alors, merci d'abord de nous accorder votre temps, et c'est pas toujours évident. Mais avant de commencer, on aimerait bien vous connaître un peu plus et que vous vous présentiez. On va commencer par le président, Dominique Payet. Quelques mots sur ton parcours perso, sportif. En fait, le parcours est assez simple. J'étais footballeur avant tout et j'étais au centre de formation de Caen. Et pour des questions j'étais gardien de but. Et pour améliorer les réflexes, on m'a dit qu'il fallait jouer au tennis de table. Enfin, au ping-pong, que l'on m'avait dit au départ. Et donc, je me suis mis au tennis de table comme ça, et ça fait maintenant 40 ans que ça dure, quoi. T'es passé de Caen à Toulouse, alors? Je suis passé de Caen à Toulouse, mais bon, ma carrière de footballeur a été assez rapidement simple, donc ça n'a pas été très loin. Par contre, le tennis de table, effectivement, j'ai toujours continué, et je suis devenu président de Saint-Orens Tennis de Table il y a maintenant 25 ans. Ah oui, c'est pas d'aujourd'hui. C'est pas récent, et en fait, le club a démarré en 1984, donc on a fêté les 40 ans il n'y a pas très longtemps. Et au départ, c'était sur la forme du club omnisport de Saint-Orens, de la ville de Saint-Orens, qui s'appelait la JSSO. Et donc, le club a été créé officiellement et tout seul dans les années 2000. En 2000 exactement. Donc voilà, ça fait maintenant plus de 20 ans, 25 ans que le club existe et qui progresse au fur et à mesure des années. Grâce, il faut le dire, à un équipement qu'on a eu il y a maintenant 5 ans, qui s'appelle la MAM, à Saint-Orens, que tout le monde connaît maintenant dans le milieu du ping et dans d'autres sports, bien évidemment. Et c'est sûr qu'on a un outil là pour évoluer, pour performer, qui est assez remarquable. On en parle un peu plus tard. On va faire le tour de table encore avec Jérôme. Bonjour, moi c'est avant tout une histoire familiale. Là, je suis accompagné de mon fils, mais avant, c'est grâce à mon père que je suis venu au tennis de table quand j'étais jeune et qui a été joueur, puis président de club. Et je suis à Saint-Orens depuis une quinzaine d'années. J'avais fait un petit break dans le tennis de table. Et mes enfants, ils sont venus, ma fille d'abord, mon fils ensuite. Et à présent, je fais partie du bureau en tant que responsable de la communication et du développement. Et tu joues aussi quand même? Et je suis joueur, oui, bien sûr. Alban, toi, tu es joueur, on le sait maintenant, et champion d'Occitanie, mais plus encore. Bonjour, alors moi je m'appelle Alban, j'ai 14 ans, j'habite à Saint-Orens. Je fais du ping-pong depuis l'âge de 4 ans. Je m'entraîne au pôle sport de Montpellier et je joue pour le club du CPH. Donc tu joues avec les frangins Lebrun là-bas? Je les vois, oui, je les vois quand ils sont là. Tu les approches un peu quand même? Oui, je les vois s'entraîner, je les vois discuter dans leur vie normale. Et alors tu t'es fait acheter au Mercato pour partir à Auch alors? Et raconte-nous, je sais pas si je peux le dire, il y a le président qui est là, non, quand même? Ça faisait très longtemps que, depuis le début, que j'étais au club de Saint-Orens. Et l'année dernière, pour jouer dans une catégorie supérieure par équipe, j'ai dû quitter le club de Saint-Orens pour aller rejoindre le club du CPH. Bon, ils t'en veulent pas, hein, c'est sympa. Alors justement, on va démarrer un petit peu avec toi, Jérôme. D'abord, félicitations à vous tous pour cette organisation. Bravo Alban, parce que 4 titres, c'est quand même sympa. Un superbe week-end de tennis de table. Toi, en tant que responsable de communication, quel bilan tu tires de ce championnat, de cette organisation de championnat de jeunes 2025? Donc là, c'était l'organisation des titres de champion d'Occitanie, qui est chez les jeunes la compétition la plus importante au niveau régional. Donc ça, c'est une compétition qui regroupe à peu près 200 joueurs. Donc c'est une grosse organisation, tant au niveau de l'organisation des aires de jeu que l'organisation de la compétition et de tout ce qu'il y a autour. En sachant que c'est la Ligue Occitanie qui organise la compétition en elle-même, le tournoi, le déroulement, les poules, etc. Et que nous, on est en support de tout ça pour tout ce qui est logistique et pour que le week-end se passe au mieux pour les joueurs. Et je pense que ça
ça a été un franc succès parce qu'on a eu beaucoup de retours positifs sur l'ambiance, sur l'organisation. Donc on est très content d'avoir pu organiser cette manifestation. Et en plus, en Alban, t'as cartonné, comme on dit dans le jargon. Comment tu as réalisé un exploit en remportant 4 titres de champion d'Occitanie? Qu'est-ce que tu ressens après un tel parcours? Je pouvais pas faire mieux. Je suis très fier de ce que j'ai réussi à. C'était un objectif, mais qui était dur à atteindre. Alors, tu peux nous expliquer, tu as gagné 4 titres, alors tu nous détailles un peu ce que tu as réussi à faire. J'ai gagné les titres en double moins de 15 ans. Donc tu étais accompagné de mon meilleur ami. Tu peux le citer, tu peux dire son nom. Nathan Narayana. C'est du coup le deuxième. Qu'on salue. Occitanie, ouais. En double mixte, moins de 19 ans, avec Salomé Lepont, qui vient de Nîmes. En simple, en moins de 15 ans, j'ai gagné. Et en simple, moins de 19 ans aussi. Ah oui, tu fais carrément, ça c'est une catégorie à l'autre alors. Ah, c'est superbe ça. Et quel a été pour toi le moment le plus intense de ces 4 finales? Celui qui t'a le plus demandé, qui t'a plus attrapé au trip, comme on dit dans le jargon du tennis de table? Je pense quand même la finale des juniors, des moins de 19 ans, où je perdais, je me faisais malmener 2-7-0, 4-1, 19 pour lui, et c'était dur, et j'ai réussi à revenir, je ne sais même pas comment, j'ai réussi à rejouer encore la remontada mieux. Comme on dit. Ouais, voilà. J'ai mieux joué, il a baissé un peu le niveau, j'ai réussi à trouver des solutions et c'est passé, et quand j'ai gagné c'était la libération, quoi. Et c'était quelqu'un de beaucoup plus grand que toi, plus âgé que toi, ou même âge que toi, non? Non, il avait 3 ans de plus. Ah quand même, ouais. Bravo, félicitations. Et ceci dans une grosse ambiance en tant qu'ancien joueur de Saint-Orens, il y avait une grosse ambiance et un gros soutien. T'avais ton public, quoi. Ouais, ça criait dans tous les sens. C'était incroyable. C'est pas les Jeux Olympiques, mais il y avait l'ambiance quand même, quoi. Et alors Jérôme, la formation des jeunes est une priorité pour le club de Saint-Orens. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur l'organisation de cette formation? Donc on a une école de tennis de table qui fonctionne très bien depuis des années. De nombreux bons joueurs ont été formés à Saint-Orens. Et beaucoup, on en reparlera peut-être plus tard, mais beaucoup ont dû malheureusement partir parce qu'on n'avait plus les équipes, c'est un peu le cas d'Alban. On n'avait plus les équipes au niveau pour les faire jouer. Mais au niveau de l'école de tennis de table, qui est menée par Laurent Corbarieux, notre entraîneur, il y a 70-80 enfants à peu près. Dominique? Je vais être plus précis, on est à peu près 110, il y a 110 enfants de 4 ans à 18 ans. On voit tout de suite la maîtrise du président quand même, c'est donc important. Beaucoup de jeunes. Effectivement, maintenant c'est plus trop le cas, mais à une époque on était un petit peu, pour revenir dans le milieu du football, la JOCR du tennis de table, parce qu'on était un club formateur. Et malheureusement, à ce jour, ça viendra peut-être un jour. Et toi tu jouais les Giroud alors? J'ai joué les Giroud un peu, oui, c'est vrai. Comprennent ceux qui ont connu la bonne époque. Et effectivement, donc pour l'instant, je dis bien pour l'instant, nous n'avons pas d'équipe en National 3. Et Alban, il l'a bien dit tout à l'heure, pour jouer à son niveau, qui est son niveau national, il fallait qu'il parte ailleurs. C'est pour ça que le CPH est un club qui est très reconnu dans l'ancien Midi-Pyrénées, on va dire. C'était un des meilleurs clubs. Donc il était normal, et on l'a très bien compris, qu'il parte dans ce club pour jouer à son niveau en National 2. Donc tant mieux pour lui, il a réussi et il va continuer. Alors justement, vous venez de commencer à en parler. Certains joueurs formés au club se distinguent aujourd'hui au niveau national, mais ont dû quitter le club. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques exemples? Tout à l'heure, Alban parlait de Nathan Narayana, donc c'est un des premiers qui a quitté, un des derniers avant lui qui a quitté le club. Il y a eu aussi, il y a quelques temps, Nicolas Julien, aussi, qui était un des premiers à partir à Cugnot Villeneuve, qui est aussi le deuxième club très important de la région. Donc non, il y en a. Bon, tous les noms ne me viennent pas à la tête, mais c'est vrai qu'il y en a eu beaucoup. Et quelles sont les valeurs et l'esprit que vous souhaitez transmettre au sein du club? En fait, nous sommes maintenant devenus un grand club parce que nous avons 230 licenciés. Donc, on est on est dans les top 10 de la région Occitanie en termes de licenciés. On est devenu un grand club, mais je pense qu'on est resté dans la convivialité. C'est vraiment, nous, les valeurs qu'on veut inculquer à ce club et qu'on veut perdurer dans ce club. C'est la convivialité, que les gens se sentent bien, que ce soit en loisir ou en compétition. Et alors, Alba, en dehors de la compétition, comment le tennis de table a-t-il influencé ta vie quotidienne? La semaine, je suis au pôle espoir de Montpellier. Ça veut dire que je suis à l'internat à Montpellier, je fais les cours à Montpellier. En sortant des cours, je vais direct à l'entraînement et je rentre tard, je vais manger, je dors, je travaille. Donc le ping-pong, ça me prend, c'est la moitié de ma vie et ça me plaît aussi, donc c'est parfait. Et
J'apprécie, c'est cool. T'as combien d'heures d'entraînement par jour ? Au moins 2 heures. Et du coup, t'as des cours aménagés ou vraiment tu fais du ping-pong une fois que t'as fini les cours ? Non, j'ai un aménagement par rapport à des cours qui sont moins intéressants. Ça dépend des jours. Il y a des jours où je finirai plus tôt et d'autres un peu plus tard et je m'entraînerai plus. Mais au global, c'est à peu près 2 heures par jour. Jérôme, pardon, est-ce que vous pouvez nous parler de l'engagement des bénévoles et du rôle qu'ils jouent au sein du club ? Alors, les bénévoles au niveau du club, ils ont un rôle primordial parce que nous sommes une structure sportive où il y a sans les bénévoles, on ne peut pas faire grand-chose. Donc on a la chance à Saint-Orens d'avoir une équipe de bénévoles qui est vraiment super engagée, qui est toujours prête à aider à organiser les compétitions, parce que encore une fois c'est beaucoup de logistique, à tenir les buvettes, à faire, vraiment ça fait partie de ce que disait Dominique de la convivialité, mais c'est des gens qui sont vraiment engagés et sans eux on ne pourrait pas faire autant qu'on fait aujourd'hui. Ouais, petite précision, effectivement, lorsqu'on fait une compétition comme les titres Occitanie Jeunes comme de la semaine dernière, on met 28 tables. Donc 28 tables, 150 séparateurs, 28 tables d'arbitrage et autant de marqueurs. Donc effectivement, il faut quand même une organisation et des bénévoles qui soient bien présents parce que il faut quand même le faire. Ça rentre dans un grand gymnase Ça rentre à la MAM. Ah oui. À la MAM Sainto, oui, qui est une salle très importante. Donc, et c'est effectivement 28 tables et en plus avec un confort quand même absolu pour les joueurs. Parce qu'on peut mettre 28 tables dans une salle, si c'est un peu trop serré, l'intérêt est moindre. Là, on peut mettre 28 tables en tout confort et vraiment pour que les gens soient bien et jouent bien. Et alors, à tous les deux, la question c'est quels sont les grands objectifs ? Alors, je venais de faire un gros événement, mais c'est quoi l'avenir ? Est-ce qu'il y a d'autres choses de prévues là pour 2025 dans vos objectifs de compétition, d'organisation ? Alors 2025 déjà pour nous ça a été un tournant pour le club parce que il existe une marque qui s'appelle Pongistique. Qu'on a reçu ici, bien sûr, ils sont venus nous voir, bien sûr. Et donc on est partenaire de Pongistique pour 2 ans. Depuis cette année. Donc pour nous, ça marque quand même un tournant dans le club parce que le dynamisme de Pongistique n'est pas un vain mot. Donc on compte beaucoup sur eux pour nous faire évoluer, nous faire progresser et surtout qu'on atteigne nos objectifs de venir jouer en national, comme je l'ai dit tout à l'heure, de jouer en national par équipe. Et bien entendu, bien de faire évoluer aussi les jeunes joueurs vers ce niveau. Si je peux ajouter quelque chose. Mais je t'en prie, on t'écoute. Non, mais dans les objectifs, c'est aussi qu'au mois de juin, pour la 2e fois, on va organiser un tournoi national. L'année dernière, c'est pareil, ça a été un bon succès. Il y a des gens qui sont venus de toute la France pour notre tournoi qui pourtant est dans les derniers fin juin. Donc on était très heureux de ça. Et puis il y a tous les objectifs aussi, c'est de continuer Il y a des jeunes qui jouent en national aussi dans d'autres équipes. En individuel, en compétition individuelle. Peut-être les étapes, il y a les compétitions par équipe et les compétitions individuelles. Et à continuer à les soutenir pour qu'ils restent à ce niveau national et qu'ils aillent chercher plus haut après s'ils le peuvent. Quoi. Alban, une dernière question pour toi parce que on a vu que tu es en plein entraînement. C'est quoi tes objectifs à toi à moyen terme ou voire court terme ? Je vais pousser le bouchon un peu plus loin. Est-ce que tu imagines aux Jeux Olympiques ? Ça sera un rêve qui, j'espère, sera réalité, mais ça sera dans un peu plus longtemps avec la génération des frères Lebrun qui sont quand même très jeunes. Les places, faut aller les chercher. Ouais, c'est compliqué d'aller chercher ces places, même avec il y a un autre jeune, Flavien Coton, qui est aussi très fort et qui est jeune. Donc les places au JO, c'est compliqué. Il faut que tu passes à 4 heures par jour, quoi. Ouais, au moins. Mais sinon, sur des objectifs à court terme, y a les championnats de France déjà. Du coup, championnat de France moins de 15 ans, où j'aimerais bien aller chercher une médaille en simple et en double. En double, c'est un peu plus faisable qu'en simple. En simple, il y a quand même 4 gros joueurs qui sont un peu au-dessus, mais qui sont pas inatteignables. Non, même âge que toi, tu veux dire, c'est les moins de 15 ans là. C'est moins de 15 ans ou moins de 14 ans. C'est D'accord. 2010 ou 2011. Et ça serait l'objectif, ça serait une première pour moi d'avoir une médaille au championnat de France. Donc ça serait un rêve et ça serait incroyable. C'est tout ce qu'on va te souhaiter. En tout cas, merci d'être passé dans l'émission, nous raconter tout ça. Et j'espère que les jeunes qui écoutent ces émissions, ça leur donnera envie de suivre un peu ton parcours. Alors, il faut bien comprendre, c'est 2 heures d'entraînement. C'est aussi, j'aime pas trop le mot sacrifice, mais c'est quand même des efforts qu'il faut faire parce que
que c'est une vie particulière de champion. On travaille quand même, on va à l'école quand même, faut pas oublier ça, et en même temps beaucoup d'entraînement donc au quotidien. Bravo à toi Jérôme, et les projets du club pour les années à venir, enfin Jérôme et Dominique, parce qu'en fait quand on a quelques viviers comme ça de jeunes qui tournent bien, alors le papa il est ravi, mais il y a les autres aussi. C'est quoi les vrais gros projets de structuration, de développement du club? Alors nous on aimerait, maintenant qu'on est un club qui a beaucoup grossi, on aimerait un peu, entre guillemets, je vais dire professionnaliser notre organisation. Ça ne veut pas dire d'en devenir professionnel, mais avoir une gestion de tous les aspects d'un club qui soit beaucoup plus structuré. Donc c'est sur quoi on travaille. Donc ça, c'est en termes d'organisation interne. Et notre souhait à nous, c'est de continuer à grossir tout en gardant cette convivialité qui fait notre force et devenir un club sur lequel il faut compter en Occitanie avec plus d'équipes, plus de niveaux, continuer l'école de formation. Voilà, donc les parce que vous ne faites pas que de la compétition, je le dis bien, vous travaillez bien sûr la notion compétition et ça tire un peu le club, mais en même temps, il y a la partie loisir, c'est-à-dire que des gens qui, comme moi, vont pousser la balle au-dessus du filet, quoi. C'est un peu ça quand même. Oui, effectivement, on a à peu près une cinquantaine de joueurs qui viennent un peu se vider la tête le lundi et le mercredi soir, qui jouent, alors beaucoup, il y a plusieurs cas de figure, on va dire. Il y a ceux qui prennent une activité, qui sont relativement jeunes, qui veulent faire une activité tranquille, en toute convivialité encore. Et puis il y a surtout certains, depuis surtout Lebrun a fait beaucoup de choses dans ce domaine, des joueurs qui ont repris la raquette au bout de 30, 40, 50 ans, qui reprennent la raquette parce que ils ont vu les Jeux Olympiques, ils ont vu les joueurs jouer, et finalement ça leur a donné une certaine pourquoi pas, et ils reprennent le tennis de table. Alors effectivement certains viennent avec leur raquette d'il y a 40 ans, donc c'est quand même pas évident. Ils viennent avec leurs balles qui ont changé de format, donc c'est sûr, c'est assez rigolo, mais les gens prennent du plaisir et au fur et à mesure des séances d'entraînement progressent, et ça c'est vraiment très très bien. Alors le club, quelques mots, il y a un endroit pour vous joindre, on peut donner un site internet? Oui, il y a le site du club, donc saint-orens-tt.com. Donc on est sur les réseaux Facebook, Instagram, enfin nous sommes un club moderne aussi, donc on est aussi sur les réseaux. Et puis bienvenue aussi à Saint-Orens, à la MAM, la maison des activités multidisciplinaires. Oui, c'est bien de le dire, parce que la MAM, ça ne parle pas forcément à tout le monde, donc c'est bien, j'aime bien. C'est la maison des activités multidisciplinaires, c'est pas toujours facile à dire, mais en tout cas elle existe bien, et vraiment on a une salle qui est vraiment adaptée au tennis de table. Bon, je pense que le message est bien placé. J'ai une dernière question pour tous les trois, à la limite, et dans l'ordre, si vous voulez, comme vous voulez. Quel conseil vous donneriez-vous aux jeunes ou moins jeunes qui souhaitent pratiquer ou se lancer dans le tennis de table? Parce qu'en fait, on a eu quand même la vague Lebrun, c'est vrai, mais aussi la vague Jeux Olympiques. On a tous assisté à ces matchs. C'était extraordinaire. Enfin, pour ceux qui aiment le sport, qui ont suivi un peu les Jeux Olympiques. Vous, quel message, tout simplement, vous aimeriez donner, chacun son tour? Alors, moi, je dirais attention. Parce que le tennis de table, c'est un vrai virus. Quand vous commencez, vous êtes pongiste un jour, pongiste toujours. Et c'est vrai que c'est vraiment un sport de passionné. Moi, je dirais que le plus important dans ce sport, c'est de se faire plaisir, de s'amuser. Et après, les compétitions et la convivialité de ce sport, je trouve ça quand même vraiment incroyable. Le dernier mot de la fin à Dominique? Non, mais en fait, qui n'a pas joué au tennis de table? Qui n'a pas joué au ping-pong une fois dans sa vie? Au camping, chez les parents, chez les beaux-parents, enfin, ou n'importe qui a déjà joué au ping-pong. Je pense qu'on est le sport où il y a le plus de pratiquants dans le monde. Le nombre de licenciés n'est pas en rapport, mais en tout cas, le nombre de pratiquants est très très important au tennis de table. En tout cas, merci pour cette intervention. Je pense qu'on a dit plein de choses. On va te souhaiter, Alban, d'aller au bout de tes projets, de tes rêves. Et puis si un jour tu te retrouves aux Jeux Olympiques, tu penseras à nous. En tout cas, merci pour cet échange passionnant et bonne continuation pour l'ensemble de vos projets. Vous êtes bien sûr les bienvenus dans l'émission quand vous le souhaitez. Place à la chronique spéciale consacrée au prestigieux tournoi des 6 nations de rugby à 15 en compagnie d'Henri Broncan, Jean-François Imbernon et Bernard Pujol. Et si on parlait de sport, la chronique. Chaque semaine, nous vous proposons une toute nouvelle chronique spéciale consacrée au prestigieux tournoi Destination de rugby à 15 qui rythme le calendrier sportif de l'édition 2025 en compagnie de notre invité d'honneur Jean-François Imbernon, ancienne deuxième ligne de l'USAP et de l'équipe de France, Henri Broncan, illustre et ancien joueur et entraîneur gersois, et Bernard Pujol. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Salut Pauline. Et si on parlait de sport, vous raconte semaine après semaine les moments forts et les anecdotes marquantes qui font de cette compétition un rendez-vous incontournable. Bernard, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire qui est Jean-François
Jean-François Ebernon? Jean-François est plus connu sous le pseudo de Jeff, s'il me permet. Notre invité d'honneur est né en 1951 en pays catalan, précisément à Sao. Cette illustre deuxième ligne a pratiquement accompli sa carrière fidèlement au Sankéor de l'USAP, jouant ainsi plus de 13 ans au plus haut niveau du rugby français. En sélection nationale, il a formé une formidable association avec son compère Michel Palmier, aussi redoutable que redouté, entre 1976 et 1983. Jean-François a remporté 2 grands slams, tout gagné dans les tournois 1977 et 1981. Culminant à près de 2 mètres d'altitude. Au-delà du Quintal, Jeff était un athlète hors norme, une véritable force de la nature, vif et adroit malgré son gabarit. Jeff était craint et respecté sur toutes les pelouses de France et les pelouses mondiales. Jean-François est une légende du rugby, un monsieur dans la vie. Il ne manque aucun match de l'USAP à Aimé Giral et très souvent à l'extérieur. Il soutient toujours avec bienveillance, amour et passion son club de cœur. C'est un honneur de t'avoir à nos côtés. Merci Jeff de ta présence et de ton amitié. Mais Bernard, tu sais que l'honneur est partagé et bon, moi, à partir du moment où je sais qu'il faut parler de ce sport qui me figurerait toujours autant, et bien voilà, je suis toujours présent. Merci de ta disponibilité, Jeff. Et tu fais partie de la grande famille du rugby, tu l'honores et on n'a pas besoin d'en rajouter. Merci à Henri aussi, puisqu'il fait partie des anciens dinosaures. C'est un plaisir. Et avant de revenir sur le match de dimanche entre l'Italie et la France avec Henri, Bernard, est-ce que tu peux nous présenter quelques chiffres et un rappel de l'histoire du rugby italien? Quelle est l'histoire du rugby à 15 italien? Alors un peu d'histoire, Pauline, c'est très intéressant pour nos auditeurs. Le rugby en Italie se pratique depuis l'époque romaine, où des formes de football se pratiquaient avec les mains jusqu'au Moyen-Âge. Il est souvent repris que des étudiants français de l'Université de Milan ont introduit le rugby à 15 en 1911. Un rappel sombre de notre histoire. Sous le régime de Mussolini, le rugby à 15 prend un essor. Le Duce mettait en avant cette pratique car le rugby était amateur et sport de combat. Le sport était là, prétexte à propagande politique. Et de nos jours, qu'en est-il pour le compte du tournoi Destination? Pour revenir à notre époque contemporaine, depuis 2000, date d'entrée en lice des Italiens dans le tournoi Destination donc, nos 2 sélections se sont rencontrées à 25 reprises, comptant pour 21 victoires françaises, 3 victoires des Transalpins et un match nul. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que le trophée Giuseppe Garibaldi? Depuis 2007, il est remis le trophée Giuseppe Garibaldi au vainqueur du match entre nos 2 formations masculines lors du tournoi Destination. Ce trophée magnifique a été sculpté par l'illustre et ancien capitaine emblématique que Jean-François connaît très bien pour l'avoir suivi de près, le fameux blond. Je nomme Jean-Pierre Rive, capitaine effectivement, vainqueur du Grand Chelem en compagnie de Jean-François en 1981. Le blond qu'on ne présentera plus et qui était une icône de notre sport. Ce trophée a été remis pour la première fois le 3 février 2007 des mains de nos compatriotes Pierre Berbizier et Jeff Tordo. Après la victoire à Rome de nos protégés, 39-3, au capitaine Raphaël Ibanez. Initialement, d'aucuns auraient pu croire que ce trophée était acquis à jamais pour les Français, mais à la surprise générale, la dénommée Squadra Azzurra ou bien la Nazionale, sous le capitanat de l'énormissime Sergio Parisse, s'est imposée à 2 reprises, en 2011 et 2013 contre nous. À noter que lors de l'édition dernière, 2024, l'équipe de France et le coq a failli perdre ses plumes. Il a concédé un match nul heureux au Stade de France sur le score de 13-13. Et Bernard, où en est actuellement le rugby italien? Le rugby italien a fait beaucoup de progrès ces dernières années. Leurs fers de lance et meilleurs joueurs jouent dans les prestigieux clubs européens. Ils y tiennent bien leur place et Henri nous en parlera plus loin. De grands clubs se sont développés également dans la péninsule, tels que Parme, Rovigo, la province de Venise. À côté du football, sport roi en Italie, le rugby à 15 compte 718 clubs pour 65 000 licenciés, dont 8 000 joueuses. Et la France a-t-elle aidé nos voisins italiens à développer le rugby? Oui. De par notre proximité géographique, avec l'aide également de la FIRA d'alors, actuellement Rugby Europe, nos fédérations se sont rapprochées. Quelques illustres joueurs français et techniciens ont entraîné ou amené leurs conseils à la Squadra Azzurra, tels que, j'en oublierai, Georges Coste, Pierre Berbizier, Jean-Philippe Caria, Jacques Brunel,
pour ne citer qu'eux, et j'en oublie, ils m'en excuseront. Des étrangers également de renom, tels que Nick Mallet ou bien John Kirwan, ont également apporté toute leur expérience à l'équipe italienne. Est-ce que le rugby féminin se développe dans ce pays ? Oui. Les belles Italiennes jouent au rugby. Elles sont près de 8000 joueuses de rugby. Leur sélection nationale joue pour le compte également du tournoi des 6 nations. Il est remis aux vainqueurs du match entre nos deux pays à chacune des éditions depuis 2017. Le trophée Anita Garibaldi, épouse du regretté Giuseppe de ce même nom. Eh bien donc, ça c'est la partie historique, mais j'ai envie de vous ramener dans le présent et que tous les trois vous nous parliez un petit peu de votre ressenti sur ce match. Henri, tu avais pronostiqué une victoire et tu avais raison, mais alors quelle victoire ? Quel est ton regard sur ce qui s'est passé ce week-end ? Sincèrement, je suis déçu pour mes amis italiens parce que dans le Gers, nous avons beaucoup d'Italiens qui se sont mis au rugby. Le rugby a été un gros facteur d'intégration d'ailleurs. Je parle des années 50, 60. Bernard a joué à Gimont. Il y avait pas mal de descendants de ces Italiens-là. Et je suis déçu, un petit peu malheureux pour eux parce que hier, c'est sûr que l'équipe de France a fait un match énorme, mais je crois que les Italiens sont passés totalement à côté de leur sujet. C'est curieux quand même le rugby. Il y a un an, ils font match nul avec nous, ils sont à la limite de nous battre, et un an après, ils encaissent, je crois, c'est 11 essais. C'est quelque chose. Hier, j'étais vraiment malheureux pour ces vieux Italiens que le rugby a permis d'intégrer dans notre société, quoi. Et il devait être vraiment très très triste quand même parce que je n'ai pas reconnu, même si l'équipe de France a été excellente, tout ce qu'on voudra, mais je n'ai trouvé aucune agressivité chez ces joueurs italiens. Il est vrai qu'ils se sont fait mal aussi d'entrée, il est vrai qu'on a été très costaud, qu'on a été très collectif, qu'on a été très adroit. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que la semaine dernière, la presse tirait presque à boulet rouge sur l'équipe de France, et aujourd'hui, je lis les journaux spécialisés, c'est extraordinaire, c'est dithyrambique, on est les meilleurs du monde, on va gagner facilement en Irlande. Voilà. C'est pas tout à fait normal, pas tout à fait correct. Voilà. On va revenir. Est-ce que Jean-François, tu as un petit commentaire à faire sur ce match avant qu'on parle peut-être de l'Irlande ? Oh oui, non, l'Italie, moi je trouve que bon, c'est sûr. Bon, c'est sûr que nous, l'équipe de France, on a quelques joueurs d'exception et je crois qu'on a fait un gros match. Mais l'Italie, ils sont en train de construire. Dans la preuve, regardez, nos moins de 20, ils ont pris une branlée contre les Italiens. Alors, je pense que dans un avenir proche, on va encore en parler. Jeff, spécialiste des avants que tu es et du combat, oui, en tout honneur, comment as-tu trouvé face à ces courageux Italiens devant notre 8 de devant ou notre 5 de devant français malgré les 11 essais, les victoires, les 73 ? Oui, non. Je pense qu'on n'a pas été mal, mais bon, dans 15 jours, ça va pas être la même, hein. Il faudra montrer le curseur encore plus haut. Et je pense que, bon, la première ligne, donc, Antonio, je l'ai trouvé, bon, gaillard, mais un peu en retard, un peu court mais bon, je pense qu'il faudra qu'on monte le curseur un peu plus haut pour qu'on puisse battre ces Irlandais. Alors, c'est la bonne liaison. Merci à tous les deux. Alors, Henri, ton analyse pour le match à venir sur l'Irlande, justement, tout le monde l'annonce la finale avant la lettre. Qu'est-ce que tu en penses avec beaucoup d'humilité quand même dans le rugby ? Voilà, il faudra être très humble. Les Irlandais n'ont pas été forcément convaincants contre le Pays de Galles, mais le rugby c'est plein de mystères, quoi. Et ces Irlandais, je pense, seront prêts dans 15 jours. Ce sera une autre position que celle de l'Italie hier, quoi. Ce sera extrêmement difficile, c'est sûr. On les connaît par cœur maintenant. Parce qu'en plus, c'est toujours les mêmes. Ce qui arrive très bien chez nous, quand même, c'est les jeunes qui ont été intégrés, qui se sont très bien comportés. Ça prouve quand même la richesse de notre réservoir. Alors, je vais te demander quand même de lâcher un petit pronostic quand même. Ça va se jouer à pas grand-chose. Je pense que les Irlandais ont actuellement un petit point faible, c'est le poste d'ouvreur. C'est ce qu'on n'a pas été remplacé. Je crois à ce niveau-là, bon, on a quelques possibilités. Je pense que Ntamak reste de revenir, c'est bien ça. Après, je trouve Ramos très très bon aussi à ce poste, capable d'assumer, excellent buteur, très costaud. C'est vraiment très bien ce que fait Ramos aussi à ce poste-là, quoi. La paire de demi Dupont-Ramos,
c'est elle qui devrait nous permettre de l'emporter. Avec l'appui, bien sûr, de tous leurs camarades, parce qu'on a besoin de tout le monde sur un terrain de rugby, on le sait. Jean-François, oui. Il ne nous aura pas échappé, tu étais le nez dans le moteur, le rugby commence toujours devant. Toi qui as quelques anecdotes de la brume de cette pelouse à Lanzon Road, comment ça se passe à Lanzon Road contre l'Irlande? J'ai failli me faire expulser, mais bon, c'est pas grave, hein. Mais parce que j'avais eu une fourchette, et comme tout le monde vous savez, la main gauche, il me manque un doigt. Et j'ai montré à l'arbitre la main gauche en lui disant, avec mon anglais, un super anglais, aussi anglophone qu'une vache espagnole, no possible. Et l'arbitre s'est foutu à rire et il m'a foutu coup franc, voilà. En fait tu lui as crevé qu'un œil, quoi. Non, mais non, je pouvais pas lui faire une fourchette, il me manque un doigt. C'est impossible. C'est passé à deux doigts, quoi. C'est passé à deux doigts, voilà, c'était impossible. Et je me rappellerai toute ma vie, cet arbitre, il m'a regardé, il s'est foutu à rire, et il m'a dit, dégage, voilà. C'est une très belle histoire. Hein. Je la connaissais pas. Ah oui, non, mais parce que j'ai dit, quand ça m'arrive, je sais que l'arbitre m'a vu, je le sais. J'ai dit, putain, tu vas être le premier joueur français à être expulsé. Et alors, il fallait trouver un truc. Et alors, je l'avais fait avec la main droite, bien entendu, la fourchette. C'est vrai que je l'avais fait. Mais alors, je lui montre la main gauche et je lui dis, non possible, trouver mon manque de droit. Il s'est foutu à rire et il m'a dit, allez, hop, allez. Et pour rigoler, Jean-François, de sortir les fourchettes à cette époque qui est proscrite, et maintenant, c'est vraiment au couteau, tous ces gestes, effectivement, est mieux pour le rugby. Oui, non, mais c'est plus. Il faut pas comparer, surtout, c'est plus le même sport. Alors aujourd'hui, c'est tout millimétré, tout organisé, tout. Il faut faire ce que les entraîneurs disent, tu peux pas avoir. Bon, mais c'est comme ça, c'est le rugby d'aujourd'hui, alors il faut pas comparer, surtout, voilà. Ouais. C'est pas les mêmes sports, voilà. Ils s'entraînent tous les jours, nous on s'entraînait 3 ou 4 fois par semaine, voilà, et après le travail, on allait travailler, on jouait le dimanche, on rentrait à 3h du matin, à 7h on se levait pour aller bosser, voilà quoi. Mais bon. Ce qui vous faisait bien jouer, c'était la nutrition, l'hygiène de vie et les entraînements. C'était Bernard, je m'excuse, mais nous l'avions, l'hygiène de vie, hein. Un verre après l'autre, une coup de fourchette après l'autre. Et toujours en plein air, comme dans le Gers. Voilà, toujours en plein air. Bon, Jean-François, un petit pronostic quand même pour l'Irlande. Qu'est-ce que tu nous dis, toi? Ouais, je pense que quand même le milieu de terrain ça va être sérieux et comme je pense que ça va être, ils vont le rectifier, mais que dimanche s'est fait trouver une ou deux fois et là contre les Irlandais il faudra pas le faire, mais ça va être mais je le sens bien quand même. Bon, ça, et comme disait Henri tout à l'heure, ça va se jouer à rien du tout. Alors ça va être celui qui fera le moins de fautes, celui le plus opportuniste, mais moi ce talent de quelques mecs derrière là, c'est ce que fait le 3 carrel de Bordeaux là, il y a des mecs là-dedans qui notre capitaine, mais voilà, moi j'ai confiance, après tout commencera devant, voilà, et c'est devant que ça sera pour moi le déclencheur de tout. J'ajouterai pour les techniciens que vous êtes, et le sorcier a dû cogiter toute la nuit, on a eu effectivement hier une très très bonne copie avec une mise en concurrence de certains cadres et les sélectionneurs ont eu le courage et l'honnêteté de le faire. Ça a marché et c'est super. Ça nous rend la difficulté de la composition, avec tout le respect de la sélection et des sélectionneurs. Quid de la composition de cette équipe? Et est-ce que l'homogénéité devant ce combat... Bon, moi je mets une pièce sur l'équipe de France, mais il va falloir remonter les chaussettes et serrer les gants, quoi. Parce que la zone road, c'est pas une partie de plaisir et c'est une finale à valeur. C'est une finale à valeur. Ah, c'est sûr. Mais même et après les Écossais, c'est pas dire, il n'y a rien qui est fait encore. Mais bon, on a 2 finales à jouer. Voilà, à nous de mettre les ingrédients pour les gagner. Merci à tous les 3 pour tous ces commentaires qui nous régalent en tout cas. On se retrouve donc effectivement dans 2 semaines pour nous parler de l'Irlande et de préparer ce match en l'Écosse en espérant que tout se passe bien. Ça a été un plaisir de vous entendre tous les deux. Merci de nous avoir fait le plaisir de nous rejoindre et je vous dis à très bientôt. À très bientôt, avec plaisir, merci. Je vous embrasse Henri et Jeff. C'est la fin du match. Tout de suite l'agenda de la semaine avec les grands rendez-vous sportifs. Et si on parlait de sport? Fin du match. Oui, c'est la fin du match et de cette 89e émission avec les grands rendez-vous de la semaine à l'agenda sportif, Laurent. Oui, du dimanche 23 février au samedi 1er mars, Snow Freeride World Tour 2025 à Georgia Pro en Géorgie.
Du dimanche 23 février au 2 mars, il y aura du tennis avec le tournoi ATP 500 de Dubaï. Mardi 25 février, football, Coupe de France, quart de finale, football féminin avec la Ligue des Nations, la deuxième journée, il y aura un France-Islande. Le mercredi 26 février, du football avec les quarts de finale de Coupe de France, du basket Euroleague Femmes avec les quarts de finale retour. Bourges affrontera Saragosse et Prague recevra Basketland. Jeudi 27 février, rugby Pro D2 avec la 22e journée, Montauban affrontera Aix-en-Provence et il y aura du basket Euroleague Homme, 27e journée, Paris contre le Bayern de Munich et Milan contre Monaco. Le vendredi 28 février, du rugby avec la 22e journée de Pro D2, Colomiers affrontera Brive, Grenoble recevra Béziers. En ski alpin pour la Coupe du Monde femmes de la descente en Norvège, basket Euroleague Homme, 27e journée, Lasvel recevra Panathinaikos. En handball pour la 18e journée de l'Ikimo Lister League, Montpellier recevra Istres et Toulouse se déplacera en Chambéry. Samedi 1er mars avec du football, Ligue 2, 24e journée, Lorient affronte Rodez. En rugby top 14, 18e journée, Toulouse-Vannes, Montpellier-Castres, Perpignan-Bordeaux-Bègles. En ski alpin, Coupe du Monde homme, slalom géant en Slovénie avec aussi la Coupe du Monde femmes en descente en Norvège. Volley, Marmara Spikelag à 23e journée, Toulouse contre Narbonne et 7 contre Tours, Montpellier-Tourcoing. Ligue A féminine, Saforel Power 6, 23e journée, Le Valois Paris, Béziers. Du samedi 1er au 2 mars, du ski cross avec la Coupe du Monde à Almaty au Kazakhstan. Dimanche 2 mars, football Ligue 1, 24e journée, Montpellier contre Rennes, Angers contre Toulouse, ski alpin Coupe du Monde homme slalom en Slovénie et Coupe du Monde femmes super géant en Norvège. Et le mardi 4 mars, du football avec les huitièmes de finale aller de Ligue des Champions où Lille recevra Dortmund. Au programme de la semaine prochaine, en première mi-temps, nous mettons le cap sur un sport spectaculaire et en pleine ascension, le MMA ou arts martiaux mixtes, ce sport de combat qui combine différentes disciplines comme la boxe, le jiu-jitsu brésilien, le Muay Thai ou encore la lutte a su s'imposer comme l'un des plus populaires au monde. Avec son intensité, ses stratégies complexes et ses combattants au talent exceptionnel, le MMA fascine autant qu'il impressionne. Pour en savoir plus sur cette discipline, rendez-vous la semaine prochaine. Et en deuxième mi-temps, nous aurons le plaisir de recevoir Vanessa Morales, infirmière et ultra-trailleuse hors du commun, détentrice du record féminin aller-retour sur le Kilimandjaro. Elle a gravi la montagne sacrée de Tanzanie à de multiples reprises, parfois aux côtés de personnes atteintes de maladies comme l'ancien rugbyman David Berti, atteint de sclérose en plaques, une aventure immortalisée dans le film 15 pour 1 Sommet, diffusé par France Télévisions. Tout juste rentrée d'Argentine, Vanessa nous racontera son incroyable expédition sur l'Anaconga, sommet de 6962 mètres de dénivelé, où elle a atteint le sommet le 7 février dernier avant de tenter un record du monde, stoppé par des conditions extrêmes. Mais rien ne l'arrête. En mars, elle s'attaque à l'Annapurna 4 au Népal avant de repartir plus déterminée que jamais l'an prochain sur le colosse argentin. Rendez-vous la semaine prochaine pour une émission pleine d'aventures et d'inspiration. C'est la fin du match de cette 89e émission de Et si on parlait de sport. Merci à Nadine Garcia, Jérôme Clou, Alban Clou, Mathieu Sapin, Henri Broncan, Bernard Pujol, Vincent Parisi, Dominique Paillet et Jean-François Imbernon pour votre participation à l'émission Et si on parlait de sport. Merci à tous les auditeurs qui nous suivent de plus en plus nombreux. Continuez à nous écouter, à partager sur les réseaux et à vous abonner à notre chaîne YouTube Et si on parlait de sport. Merci à tous nos partenaires, le comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne, Profession Sport Animation 31, LG Consultant pour leur contribution précieuse à la réalisation de cette émission. Merci à Sébastien Couratin, notre partenaire informatique Semperconnect pour l'ensemble du suivi réseau informatique, plateforme podcast, site internet et ses conseils avisés. Merci Pauline Gaston-Conduite, journaliste et co-animatrice de l'émission pour ton aide précieuse à la préparation et à la réalisation de cette émission. Merci à toi Laurent, merci de votre fidélité et rendez-vous pour une nouvelle aventure de Et si on parlait de sport la semaine prochaine.